Dear Monsieur Montbrial, Monsieur de Montbrial, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne vais pas répéter la présentation qui a été faite de ma personne. Et puis, Monsieur de Montbrial, j'ai bien lu votre message annonçant l'événement dans lequel vous dites tout votre espoir que cette conférence puisse jouer un rôle modeste, mais important pour éviter que l'Union européenne ne se fracture, l'Union transatlantique avec une possibilité d'évolution négative par une spirale négative vers des tumultes sociaux ou alors une sorte de révolution. Vous avez dit que nous devons retourner vers une gouvernance globale, mondiale, avec une situation gagnant-gagnant, opposée donc justement à la situation où tout le monde est perdant, qui semble être de mise de nos jours, et je suis tout à fait d'accord, pour que l'on retrouve des situations où chacun est un gagnant, de manière à ce que on puisse éviter une accélération supplémentaire de la crise qui aurait un impact sur un tout un chacun. Mesdames et messieurs, je suis un banquier européen et donc dans les 15 minutes à venir, je vais me concentrer sur la gouvernance européenne et sur les points macroéconomiques européens, étant donné qu'ils sont toujours et très souvent liés les uns aux autres. Et si, pour une raison ou pour l'autre, je devais être trop long, s'il vous plaît, ne partez pas, ne vous endormez pas, faites du bruit ou alors faites un signe de la main, n'importe lequel. Comme ça, je sais que je dois m'arrêter et je m'arrêterai. Voilà. Donc, c'est une sorte d'accord bilatéral entre vous et moi, d'accord? So, the future of the euro. Bien, l'avenir de l'euro, c'est l'une des grandes préoccupations que nous avons actuellement lorsque nous parlons à nos clients et à nos investisseurs internationaux. Tout le monde sait que je suis banquier et lorsqu'on vient me voir le dimanche, lorsque j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille, il y a toujours quelqu'un qui me téléphone pour me dire « Herbert, est-ce que l'euro va durer ?» Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec mon argent? Est-ce qu'il faut que j'achète de l'or? Et je dis non, non, surtout pas. J'ai investi dans l'or parce que mon premier président m'a dit qu'un banquier doit toujours investir dans de l'or. J'ai possédé de l'or pendant 17 ans. J'ai perdu plein d'argent, je n'ai touché aucun intérêt et enfin, j'ai fini par vendre mon or. Et à ce moment-là, bien sûr, mes pièces d'or ont doublé de valeur. Donc, surtout, n'investissez pas dans l'or. Et troisièmement, on me demande est-ce qu'il faut que j'achète du terrain et finalement j'arrête la conversation parce que j'arrive pas à les convaincre. Je leur dis écoute, pour l'instant, laisse ça sur ton livret d'épargne et attends que les temps s'arrangent. Certainement, il y a beaucoup de risques politiques et économiques actuellement dans la zone euro qui créent des inquiétudes et des angoisses et des incertitudes sur le marché. Ces angoisses, bien entendu, elles sont nourries par les rapports de la presse, par les analystes qui font miroiter la fin de l'euro. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Eh bien, la lutte actuelle, ça n'est pas une question de garder ou d'abandonner le projet euro. Ce dont il s'agit, c'est d'éviter les retombées économiques douloureuses d'un certain nombre de faillites. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, comment éviter les retombées des faiblesses de certains membres? L'euro, comme monnaie commune, reste relativement fort au total. La zone euro
au total à un niveau de dette publique relativement faible qui est excellent par rapport aux États-Unis ou au Japon. Le déficit budgétaire est encore meilleur. Il est de 4,1% du PIB dans la zone euro contre 9,3% aux États-Unis et 10,3% au Japon. Et finalement, lorsqu'il s'agit de la nécessité d'un financement externe, le déficit actuel dans la zone euro est à peine de moins 0,4%, ce qui l'on peut comparer avec un déficit du compte courant au Royaume-Uni ou aux États-Unis qui sont beaucoup plus élevés. Donc, au total, je dirais que les fondements de l'euro ne sont pas mauvais si on le compare à d'autres monnaies. Maintenant, il y a autre chose également que je dis à mes amis lorsqu'ils m'embêtent le samedi et le dimanche soir en posant des questions. Lorsqu'ils me demandent est-ce que l'euro va tenir, je demande toujours tenir contre quoi ou perdre contre quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un dollar fort ou un dollar faible? Moi, je dirais que le dollar est très faible. Et le yen japonais, est-ce qu'il faut investir dans le yen? Eh bien, je dis surtout pas. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous pensons que l'euro va tenir. Malheureusement, cette force moyenne fondamentale de l'euro et de la zone euro n'empêche pas les problèmes financiers de certains pays individuels et même une restructuration de la dette, comme c'est le cas de la Grèce. Et donc, on peut poser la question comme suit. Premièrement, la défection d'un membre de la zone euro ne met pas en danger l'euro en soi ou sa valeur. Un seul pays ne peut pas d'évaluer l'euro. Et s'il doit y avoir une défection de plusieurs pays de la zone euro, quant à moi, je suis convaincu que la Grèce restera l'exception, mais à ce moment-là, cette perte affecterait l'ensemble du système financier. Et à ce moment-là, nous aurions affaire à de grandes pertes de capital et à une récession de l'économie réelle, mais ça ne ferait pas pour autant tomber la monnaie. Donc, le risque de la déflation serait plus grave, comme ce qu'on a vu au Japon dans les années 90. Deuxièmement, une rupture de la zone euro est très improbable puisque les coûts d'une sortie sont exorbitants. Et en raison de la dépendance des exportations des membres de la zone euro, surtout après 12 ans de marché financier intégré, cette désagrégation de la monnaie conduirait à des récessions, à des pertes de possibilités de refinancement pour tous les pays. Les banques dans tous ces pays devraient être restructurées. Ça conduirait à des pertes de capital énormes partout en Europe, y compris en Allemagne et en France. Beaucoup de banques françaises et allemandes devraient être nationalisées, ce qui conduirait à une récession grave. Une désagrégation de la zone euro, c'est une situation où tout le monde est perdant. Les coûts économiques d'une telle désagrégation ainsi sont tellement élevés pour tout le monde que cela sera forcément évité. Cela signifie que pour l'éviter, et les moyens de l'éviter sont difficiles. On tombe difficilement d'accord sur les moyens parce qu'il y a des pays qui sont axés sur la stabilité, qui veulent établir un filet de sécurité pour les pays de l'euro, mais sans inciter les moins disciplinés à continuer à faire des dettes. Lorsque j'ai parlé à Francfort à M. Schäuble il y a une semaine environ, c'est ça qui
qui est son argument principal contre toute autre solution que celle qui est actuellement proposée. Donc il nous faut des réformes fondamentales, là-dessus tout le monde est d'accord. Mais quelles réformes? C'est ça la question. Des réformes qui conduisent à davantage ou à moins d'intervention et d'intégration. Moins d'intégration, eh bien, je rappelle que la désagrégation de l'euro serait quelque chose d'extrêmement douloureux qui nous ramènerait plus de 20 ans en arrière. Donc, il faut davantage d'intégration et ça signifie une politique économique et fiscale coordonnée, l'élimination de paradis fiscaux et de différents mécanismes qui peuvent décaler, et la mise en place de certains mécanismes qui peuvent décaler les autorités, l'autorité des pouvoirs locaux à Bruxelles. Sinon, ça ne marchera pas. Néanmoins, il y a toutes sortes de possibilités concernant la structure d'une telle union fiscale, des mécanismes d'incitation, des seuils, des membres de l'union fiscale, certains membres seulement, tous les membres de la zone de l'Union européenne, les membres de la zone euro seulement, etc., etc. Et selon les résultats des négociations, il semble que tous les membres de la zone euro vont établir une union fiscale séparée de l'Union européenne en tant que telle. Ça n'est pas un résultat parfait, mais pour l'euro, c'est un bon pas dans la bonne direction. L'union fiscale est un prérequis pour la création des euro-obligations qui seront très probablement mises en œuvre à un stade ultérieur. Le contrat séparé sera négocié d'ici le mois de mars. L'horizon temporel est donc très serré car pour abandonner des droits souverains à une autorité européenne. Et c'est là-dessus qu'il faut tomber d'accord. Ce qui est également très discuté, c'est la question de la consolidation budgétaire. La réponse aux défis actuels n'est pas simple et j'y reviendrai dans quelques instants. Tout cela a besoin de temps, mesdames et messieurs. Les contrats doivent être approuvés par les gouvernements locaux dans des périodes où les gouvernements locaux n'ont pas tenu très haut la bannière européenne. Donc il faut changer le système là, alors que les marchés financiers ne nous permettent pas d'avoir de longs processus de changement. Ils vont continuer à faire des rapports négatifs sur certains pays et les agences de rating feront le reste. Donc il nous faut du temps et des mesures intérimaires.